Tout commence dans une salle d'accouchement VIP où une femme est sur le point d'accoucher, en feuilletant un magazine. Mais sa patience s'épuise, et elle hurle sur les infirmières pour qu'elles sortent ce gamin de son ventre, tout en lisant son magazine. Soudain, un cri de bébé résonne dans l'endroit, et un membre du personnel se précipite pour féliciter le grand-père. Ensuite, tout le monde commence à féliciter Mademoiselle Liu, qui remercie ses invités pour leur gentillesse. Il demande ensuite à une servante où est Shikuan, et elle répond que le jeune maître avait des affaires à régler sur Terre. Le grand-père du garçon est furieux de l'absence de son propre fils, le traitant de bon à rien. Juste à ce moment-là, un cri étrange provient de l'intérieur de la salle d'accouchement, surprenant tout le monde à l'extérieur. Inquiète de la situation, Misery, Lou se lève et demande ce qui se passe là-dedans. Pendant ce temps, dans la pièce, la mère est choquée par la lumière vive qui brille juste devant elle. En entrant dans la pièce, le grand-père et ses hommes sont complètement figés sur place. La lumière provenait du nouveau-né, qui était couvert d'éclairs jaunes, et semblait s'amuser beaucoup avec tout ça. Le bébé pense que personne n'aurait jamais imaginé qu'un roturier se réincarnerait dans cette famille et éveillerait même un sens divin. Un écran système apparaît, l'informant que le sens divin de type éclair a été activé avec une puissance de niveau C. Le grand-père est stupéfait car son petit-fils vient de naître avec un pouvoir qu'il n'a jamais pu atteindre lui-même. Laissant tomber sa canne, le grand-père crie à propos du sens divin inné et inégalé que possède son petit-fils. Le grand-père prend son petit-fils et célèbre, déclarant que le clan Liu a enfin produit un génie unique en son genre. Cependant, le bébé pense qu'il va profiter de cette occasion pour tout prendre au clan et s'assurer que son père ne se réincarne plus jamais. Les servantes commentent que le jeune maître sourit déjà et n'a même pas pleuré, ce qui est un signe de destin noble. L'aîné promet d'utiliser toute la puissance du clan pour élever le garçon. Le nouveau-né, qui est aussi notre protagoniste, pense que les 6 derniers mois depuis qu'il a été éliminé par ce salaud ont ressemblé à un rêve. Un mois après sa réincarnation, sa mère buvait un tonique spécial qui lui avait été donné par une de ses servantes. Dès qu'elle boit le tonique, une puissante lumière dorée commence à briller sur tout son corps. Il a acquis une capacité de croissance accélérée et a atteint le niveau D, même en tant qu'embryon. Il réfléchit à la façon dont les roturiers ne peuvent jamais égaler la puissance des clans, et à la façon dont il a déjà atteint un niveau que beaucoup risquent leur vie pour atteindre. Mais notre MC se demande de quel genre de capacité il s'agit, car il n'y a aucun enregistrement de croissance accélérée. 2 mois plus tard, il a fait face à une crise d'absorption de l'embryon original de la mère, mais a reçu une récompense. Utilisant sa croissance accélérée, il a dévoré l'embryon original et a acquis son sens divin inné de type éclair. Il est ravi d'avoir un sens divin de type éclair, qui est l'une des capacités élémentaires les plus rares. Le protagoniste prévoit d'utiliser les meilleures ressources de la famille pour se nourrir et devenir encore plus fort. 3 mois plus tard, son sens divin de type éclair avait déjà atteint le stade intermédiaire de puissance. Nous voyons des talons hauts et des sous-vêtements de femmes éparpillés sur le sol de la chambre de sa mère. Sur le lit, quelques paires de pieds sont emmêlés, devenant assez confortables. Nous voyons la femme avec un type blond alors que son fils est toujours dans son ventre. L'amant demande si elle n'a pas peur, et la dame dit que son mariage n'est qu'un arrangement politique. Le fœtus entend l'homme remettre en question sa paternité, tandis que sa mère en demande juste plus. Le MC se plaint que toute cette agitation perturbe son taux d'absorption d'énergie. Alors, il finit par libérer beaucoup d'énergie à la fois, la faisant se plaindre que cela la brûle de l'intérieur. À 6 mois, sa puissance atteint le niveau des maximales, et il comprend la constitution de sa mère. Un visage beau et serein regarde. L'homme observe le ventre de la femme et se demande quand ce fichu gamin va naître. À l'intérieur de l'utérus, le MC ouvre les yeux et regarde son père avec un regard plein de haine. À travers sa vision, il reflète le visage de l'homme et le traite de bâtard immonde. Dans un flashback, nous voyons le jeune homme dans sa vie passée être averti de terribles bêtes. Un de ses compagnons blessés dit à frère Liu de s'en aller le plus vite possible. Son ami est vaincu et crie à l'aide alors que le jeune homme regarde. Malheureusement, son ami a fini par être dévoré par un monstre hideux tandis que le jeune homme regarde tout se produire. Avec un sourire méchant, le traître ordonne à ses hommes de nourrir la bête pour former le noyau spirituel. L'homme sourit malicieusement et moqueusement alors qu'il regarde sa victime sur le point d'être vaincu. À ce moment-là, le jeune homme remarque un pic géant qui arrive vers lui, prêt à le frapper. Son ancien compagnon l'empale avec une énorme branche, le soulevant dans les airs sans aucune pitié. Le protagoniste a regardé la blessure dans sa poitrine, choqué par la trahison qu'il venait de subir. Le salaud commence à rire hystériquement du moment pathétique de son ennemi. Il se moque de lui, disant que c'est ce qui arrive quand quelqu'un comme lui surestime sa propre force. Alors qu'il est jeté, le jeune homme l'accuse de l'avoir trompé juste pour nourrir les bêtes. Alors qu'il s'en va, sa seule inquiétude est ce qui arrivera à ses jeunes sœurs. Il se souvient quand il a dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il serait bientôt de retour à la maison. Peu de temps après, son ancien moi attrape une arme et se prépare à partir en mission. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant le retour de leur frère. Regardant la lune à travers la fenêtre, les filles se demandent quand leur grand frère reviendra. De retour dans l'après-midi, en tant que fœtus,
se remplit de rage et jure de se venger de celui qui l'a séparé de ses sœurs. Avec sa puissance, le fœtus se prépare à frapper son père, qui est juste à l'extérieur. Ensuite, le petit gars assène un solide coup de poing directement au visage du traître, le prenant complètement par surprise. L'impact du coup envoie l'homme voler, et la mère est choquée par le coup de pied qu'elle a ressenti. Le père du garçon tombe au sol dans une immense douleur, ne comprenant pas ce qui vient de lui arriver. La femme se plaint que le morveux fait déjà des siennes avant même d'être correctement né. Le grand-père ordonne alors à l'infirmière de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce. Le membre du personnel explique que le talent du jeune maître est extraordinaire, donc son développement est accéléré. Elle révèle ensuite, surprise, que le bébé est sur le point de naître et que la mère entre en travail. Le garçon se lamente qu'avant de se réincarner, sa limite était le niveau d'aider maximal, et maintenant il est proche d'une percée. Dans une immense douleur, la mère crie pour qu'on appelle la meilleure équipe d'accouchement le plus rapidement possible. Quand il a eu 1 mois, la famille Liu a organisé un grand banquet de célébration. Plusieurs familles importantes du Zhao du Sud arrivent, apportant des cadeaux pour célébrer le nouveau-né. Pendant la fête, le grand-père regarde un spectacle de violon avec une servante à ses côtés. Pendant ce temps, le protagoniste d'1 mois se repose calmement dans les bras d'une des servantes. Un des invités félicite Maître Léo d'avoir un petit-fils, mais l'aîné semble perdu dans ses pensées. Un invité félicite le père du garçon tandis que le bébé regarde l'homme qu'il a abattu dans sa vie passée. Il devient furieux en voyant l'ennemi qu'il a séparé de ses sœurs et jure de se venger sur le champ. Dans ses souvenirs, il se souvient de ses jeunes sœurs excitées à propos d'un gâteau d'anniversaire géant. Dans sa vie passée, il était au téléphone avec frère Shen, qui se plaignait qu'il était en retard pour une mission. Le jeune homme s'excuse, et le traître pense qu'il ne l'a embauché qu'à cause de rumeurs selon lesquelles il avait besoin d'argent. L'homme lui conseille de réfléchir, et le jeune homme le remercie pour cette opportunité. Ses sœurs attendaient avec impatience de manger le petit morceau de gâteau sur la table. Le frère aîné dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il avait un travail mais qu'il reviendrait bientôt. Puis il attrape son arme qui était gardée dans un sac et se prépare à quitter la maison. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant anxieusement son retour. De la fenêtre, les filles regardent la lune en attendant le retour de leur cher frère. Ailleurs, un homme s'approche d'un portail lumineux au milieu d'une forêt sombre. Fumant une cigarette, c'est le même qui félicitait le jeune maître G à la fête. Le jeune maître G, qui semble être le chef de cette dangereuse opération. Avec ses subordonnés à ses côtés, le jeune maître G demande comment la mission progresse. L'homme l'informe qu'ils sont à l'intérieur depuis un certain temps et que les bêtes devraient être bien nourries maintenant. Le jeune maître J félicite le vieux Shen, disant qu'il a été bien élevé et qu'il est toujours très efficace. Puis il se tourne vers sa compagne et dit qu'ils sont venus juste pour elle avant de partir. Mais la femme ricane, disant qu'il n'est qu'un autre bon à rien de la famille J qui essaie de grimper les échelons. Sur ce, le groupe de traîtres s'approche du portail pour quitter cet endroit désolé. Pendant ce temps, l'un des compagnons de notre héros l'avertit d'une bête puissante à proximité. Le jeune maître est surpris que quelqu'un soit encore en vie, car il a besoin de plus de nourriture pour le médicament. Le vieux Shen dit qu'il ne sait pas comment c'est possible puisqu'ils n'étaient tous que des soldats de niveau D. Soudain, un bruit très fort attire l'attention de tout le monde, et ils regardent tous dans la même direction. Le chef du groupe évalue la situation avec un regard sérieux. Peu après, il voit qu'une des bêtes a une blessure fraîche à la patte. Le monstre regarde alors notre héros, qui se tient seul au milieu de cet endroit désolé. Bien qu'épuisé et blessé, le jeune homme se tient ferme, prêt pour la bataille finale. À ce moment-là, l'un des traîtres s'approche lentement. Le jeune maître G exige de savoir d'où vient cette chose et comment elle a osé blesser sa bête. En voyant le survivant, le jeune maître J est surpris et l'appelle Yi Shen. Le jeune homme se retourne et appelle frère Shen, ne comprenant pas ce qui se passe. L'ami de Yi Shen demande s'il a amené des renforts pendant que les ennemis fuient. De retour dans le présent, le bébé jure de venger la profonde querelle de sang à ce moment précis. Il tend les bras et fait des bruits de bébé au traître, qui l'observe attentivement. L'homme est sans voix et balbutie, essayant de comprendre ce que le bébé veut de lui. Le père du garçon dit que son fils veut être tenu et que c'est le plus grand honneur de sa vie. Sur ce, il prend le bébé et le remercie pour la récompense, tandis que le petit fait semblant de pleurer. Dès que l'homme le tient, le petit commence à libérer une énergie jaune. Puis il utilise son pouvoir de type éclair pour donner à son ennemi un choc vraiment désagréable. Le traître hurle de douleur alors que la charge électrique traverse tout son corps. Du choc, il finit par laisser tomber le bébé, qui tombe lourdement sur le sol du manoir. Les femmes à la fête sont surprises et regardent vers le bruit. Les musiciens arrêtent également de jouer, choqués par toute cette agitation. Le grand-père du garçon observe tout avec une expression sérieuse. Sur ce, les parents du garçon sont choqués par ce qui vient de se passer. Le petit protagoniste sur le sol, le vieil homme réalise qu'il vient de faire une erreur. Le bébé se met à pleurer bruyamment pour garder les apparences et tromper tout le monde. Le traître panique face à la situation et commence à transpirer froid, terrifié par ce qui pourrait arriver. Furieux, le grand-père crie sur l'homme pour avoir osé laisser tomber le trésor de la famille Liu sur le sol. Le lâche se jette par terre,
disant que ce n'était pas lui et que le jeune maître a agi de son propre chef. Mais le père du bébé ne le croit pas et lui donne un coup de pied violent, traitant le type de chien. Le coup de pied est si fort que l'homme s'envole et atterrit lourdement sur le sol du manoir. Il commence à se prosterner et implore son maître de lui pardonner. Il jure qu'il ne ferait jamais de mal au garçon et offre ses trésors pour le guérir de sa chute. Le père du petit semble apprécier toute la situation et affiche un sourire moqueur. Puis le maître leur ordonne de traîner l'homme dehors et de lui donner une bonne raclée. Le traître le remercie pour la punition pendant que la servante ramasse le bébé. Dans les bras de la femme, le petit protagoniste affiche un sourire mauvais et satisfait du résultat. Avec un front meurtri, l'ennemi regarde, confus, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Le petit continue de crier et de pleurer bruyamment pour maintenir son parfait déguisement devant tout le monde. Le vieux traître est à nouveau choqué qu'il ait recommencé à pleurer. Le grand-père ordonne à la servante de ramener le jeune maître à l'intérieur et de vérifier s'il s'est blessé lors de la chute. L'aîné réprimande son fils en disant qu'avec le statut de la famille, ils n'ont pas besoin d'un bon à rien comme ça. Avec un grognement dédaigneux, le chef de famille se tourne et quitte la fête furieux de tout ce gâchis. Le père du garçon est enragé par les paroles du vieil homme et serre le verre dans sa main avec une grande force. Il brise la tasse en verre à main nue. L'autre se tourne et donne un coup de pied puissant directement au visage du traître. Juste après, il lui donne un autre coup de pied et ordonne qu'il soit traîné dehors et donné à manger aux chiens de la maison. Les gardes l'attrapent alors qu'il implore grâce, mais personne ne se soucie de sa souffrance. L'autre dit aux invités de continuer la fête, et le bébé pense à comment absorber plus de pouvoir. Le médecin a examiné le petit et dit qu'il a un physique incroyable et qu'il va parfaitement bien. Le grand-père rit et se réjouit que son petit-fils n'ait subi aucun dommage et soit en excellente santé. Mais le plus important pour le garçon maintenant est de retrouver ses 3 sœurs qu'il a laissées derrière lui. Il a besoin de grandir assez vite pour bouger et obtenir l'essence de cette femme. Le bébé se met à pleurer pour avoir du lait et le médecin. Sur ce, l'aîné leur ordonne d'appeler sa belle-fille pour l'allaiter et prendre plus de médicaments spirituels. La mère du garçon se plaint qu'elle vient de le nourrir et qu'elle est déjà complètement épuisée. Le chef de famille dit qu'elle doit travailler dur pour l'avenir du clan et pour le bien de son fils. La femme enlève son manteau et se prépare à nourrir le bébé une fois de plus contre son gré. Le petit ouvre la bouche et se met à pleurer en attendant d'être nourri par sa mère. La mère le prend et le regarde avec ses yeux rouges. Elle commence à l'allaiter et se plaint que le petit coquin tète beaucoup trop fort. Voyant que sa belle-fille s'affaiblit, le grand-père leur ordonne de lui apporter la soupe tonique. Peu après, nous voyons le bébé prendre un bain avec sa mère dans une source chaude. La femme se plaint qu'il tète depuis longtemps et demande si elle lui doit quelque chose d'une vie antérieure. 3 mois plus tard, le bébé rampe déjà dans la maison et sa puissance a atteint le niveau C. Dans sa vie antérieure, il lui a fallu 1 an pour passer du niveau élémentaire au niveau intermédiaire. À l'époque, il a participé à de nombreuses missions dangereuses dans des portails et a subi d'innombrables blessures. Il est passé du niveau élémentaire C au niveau intermédiaire en seulement 3 mois en buvant du lait. Pendant un dîner de famille, le petit protagoniste rampe vers la table principale. Furieux, le grand-père se plaint qu'un idiot ne surveillait pas le jeune maître et l'a laissé courir. La servante s'excuse, disant que le garçon rampe si vite qu'elle ne peut pas le suivre. Le père du bébé plaisante en disant que son fils doit encore vouloir du lait, et la mère a l'air épuisée. Elle se plaint que le garçon est sur sa poitrine depuis 3 mois et qu'elle a besoin d'une pause. Mais le petit pense qu'il ne peut pas perdre de temps et qu'il doit continuer à devenir de plus en plus fort. À la surprise générale, le bébé se lève tout seul pour la première fois. Le grand-père et le majordome sont complètement choqués de voir le spectacle incroyable devant eux. Le garçon commence à marcher vers sa mère, qui le regarde, surprise. Le petit lui saute dessus, et la mère crie pour qu'il la laisse manger un repas en paix. La servante est étonnée et souligne que le jeune maître se tient debout et se promène dans la pièce tout seul. Le majordome commente que le garçon a une constitution céleste, et son développement est extraordinaire. Le grand-père est heureux de voir que son petit-fils peut déjà se tenir debout et le regarde avec fierté. Puis il dit que, selon les règles de la famille, il est temps de choisir un serviteur personnel pour le garçon. Dans un endroit sombre, l'aîné s'enquiert des résultats, et un garde dit qu'il n'en reste que 2. Dans les bras de sa mère, le protagoniste est emmené dans une arène improvisée pour le test. Il regarde tout attentivement quand il reconnaît soudain l'une des candidates et est choqué. Dans une cellule, une petite fille aux cheveux blancs est dans une position défensive et a l'air effrayée. De l'autre côté, une blonde charge, criant pour attaquer et vaincre son adversaire dans l'arène. Choqué, le bébé se demande ce qu'elle fait là, et son corps commence à briller intensément. Puis il utilise son pouvoir de type éclair pour frapper l'une des filles qui se battent. Avec la force du choc, la blonde s'envole et atterrit lourdement sur le sol, assommée instantanément. La fille aux cheveux blancs profite de l'occasion pour sauter sur le pain. Sans hésiter, la fille attrape le pain et commence à le dévorer avidement au milieu de la cellule. Les cheveux de la mère sont dressés sur la tête, le protagoniste panique, espérant que personne n'a rien remarqué de suspect. Le grand-père rit et dit que son petit-fils a un esprit de combat bien plus grand que son propre père. Le garçon pense qu'être un enfant est utile parce que les adultes trouvent toujours des excuses pour lui.
L'aîné décide que la petite fille sera la servante et ordonne qu'elle soit lavée et qu'on lui enseigne l'étiquette. La petite continue de manger férocement, sans se soucier de rien d'autre autour d'elle. Le bébé dans le berceau semble très heureux et appelle sa nouvelle servante avec un sourire sur son visage. Pendant ce temps, le majordome explique qu'elle est une servante de la mort et doit protéger le jeune maître. La petite fille aux cheveux blancs se contente d'incliner la tête, acceptant son nouveau destin. Il dit aussi qu'elle doit suivre le maître et s'entraîner aux arts martiaux pendant qu'il dort. Sur ce, la petite servante se rend dans la chambre du bébé pour commencer son nouveau travail. En arrivant, le garçon l'appelle et se montre du doigt avec un sourire très excité. Mais la fille sort un couteau, et son expression se transforme en une expression pleine de haine et de vengeance. Le bébé panique et essaie de parler mais ne peut pas à cause de ses cordes vocales. Elle dit qu'elle va l'éliminer pour venger le décès de son frère aîné sur le champ. La fille lève l'arme et se prépare à attaquer le petit dans son berceau. La servante se lance avec le couteau à grande vitesse, prête à frapper sa cible sans défense. Cependant, le garçon esquive le coup avec une agilité incroyable et saute hors du berceau. Il atterrit sur le sol, laissant derrière lui une silhouette d'énergie, à la grande surprise de la fille. Puis le bébé réapparaît à côté d'elle, la laissant complètement choquée et sans voix. Soudain, la fille commence à libérer une aura verte alors qu'elle se prépare à se battre. Le protagoniste est choqué de voir que la fille a un sens divin de type vent. Sur ce, elle l'attaque avec son pouvoir du vent, mais le bébé utilise son éclair pour se défendre. Les deux énergies s'affrontent, illuminant toute la pièce de leur couleur vive et intense. Il pense qu'utiliser ces deux pouvoirs en même temps est trop pour son corps de bébé. Il a une idée brillante pour résoudre cette situation compliquée. Alors, le MC pointe et utilise son sens divin du tonnerre à un niveau de puissance très faible. Avec cela, une petite lance d'éclair frappe la fille. Le choc la paralyse pendant un moment et elle tombe au sol, incapable de bouger correctement. Le petit semble soulagé du résultat, mais est clairement très fatigué de l'effort. Allongé sur le sol, la servante peut encore sentir l'électricité parcourir tout son corps. Il s'approche prudemment et touche la lame tranchante. Cela, le petit se coupe le doigt exprès, et une goutte de sang apparaît sur le bout. Puis il utilise son propre sang pour écrire un message sur le sol pour elle. Il pense que c'est une bonne chose qu'il soit intelligent et qu'il ait réussi à trouver ce plan pour communiquer. En lisant le message, la fille comprend tout, et le bébé ouvre ses bras pour un câlin. Mais la fille l'attaque à nouveau, et le bébé se souvient qu'elle ne sait pas encore lire. Il esquive le coup et s'inquiète, car si quelqu'un la voit essayer de l'attaquer, elle est fichue. Pendant ce temps, le traître se promène dans le manoir en tenant une boîte en bois dans ses mains. Dans un flashback, le père du garçon dit qu'il n'est en vie que parce qu'il lui est encore utile. Allongé sur le sol, l'homme remercie le jeune maître pour sa miséricorde et promet de travailler plus dur. Le maître dit que le grand-père est furieux et qu'il doit trouver un moyen de plaire au bébé. L'homme pense qu'il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter un objet rare lors d'une vente aux enchères. Soudain, il entend la voix du petit maître et se demande ce qui se passe dans la pièce. Sur ce, il ouvre la porte et entre dans la pièce, appelant à l'héritier de la famille Liu. En entrant, il est accueilli par la scène des deux se courant après dans la pièce. Voyant une opportunité, le bébé regarde l'homme avec un regard sombre et un plan en tête. Le traître est complètement confus, ne comprenant rien à ce qui se passe. Puis le garçon saisit la main de la servante et tourne le couteau. Il utilise son pouvoir de l'éclair pour donner à la fille aux cheveux blancs un petit choc sur le front. Elle tombe au sol, et le bébé attrape le couteau en plein vol, complétant son plan parfait. Sans hésitation, le bébé se poignarde à l'épaule, et le couteau se couvre de sang. Le traître est complètement choqué par la scène et hurle de terreur, n'en croyant pas ses yeux. Ensuite, le garçon lance le couteau ensanglanté vers l'homme qui l'observe. Le pauvre type attrape l'arme en plein vol et se fiche de peur, ne sachant pas quoi faire. Sous le choc, il finit par laisser tomber la boîte qu'il tenait. Puis le petit protagoniste prend une profonde inspiration, se préparant pour sa grande performance. Peu après, il se met à pleurer bruyamment sur la fille évanouie sur le tapis. L'homme tient le couteau ensanglanté, complètement désespéré par toute la situation. Au bruit, le grand-père et les autres accourent pour voir ce qui s'est passé. L'aîné et son fils regardent la scène avec des expressions graves. Le petit continue de pleurer et s'appuie sur la servante pour faire croire qu'il l'a protégé. Furieux, le grand-père pointe le traître du doigt et l'accuse d'avoir essayé d'attaquer son petit-fils. L'homme jette le couteau par terre et essaie de se défendre, disant qu'il n'était pas le coupable. Mais le père ne le croit pas et le frappe pour avoir osé blesser son fils. Désespérément, il explique que la fille a attaqué le bébé, et qu'il s'est défendu. Le bébé continue son numéro de pleurs pendant que le traître hurle de désespoir avec le nez en sang. Il jure à l'aîné qu'il dit la vérité, mais personne ne semble croire son histoire. Le père du garçon le frappe d'un autre coup de poing et demande furieusement où est le cadeau. Désespéré, l'homme cherche le cadeau qu'il a laissé tomber par terre pendant tout le chaos. Le grand-père félicite la petite fille d'avoir protégé son petit-fils et ordonne qu'on l'emmène se reposer. L'aîné pose sa main sur l'épaule du jeune maître, qui se crispe. L'aîné le regarde fixement, ses yeux rouges brillant intensément de rage. Il dit qu'il a appris à son fils à élever des chiens, mais qu'il a presque perdu l'espoir de la famille Liu. Sur ce,
le groupe quitte la pièce, laissant le traître agenouillé sur le sol, terrifié. L'homme commence à transpirer froidement et à trembler de peur de ce qui pourrait lui arriver maintenant. Soudain, le père du bébé se tourne et le regarde fixement avec un regard plein de haine et de mépris. Il lui donne un coup de pied violent et dit qu'il lui avait donné une chance, mais qu'il a osé essayer de le blesser quand même. L'homme essaie d'expliquer, mais le maître ordonne qu'on le traîne dehors et qu'on le donne à manger aux chiens. Voyant son plan réussir, le petit protagoniste pousse finalement un soupir de soulagement devant le résultat. Avec la blessure à l'épaule, le petit regarde la fille inconsciente sur le sol, inquiet. Juste à ce moment, le majordome s'approche et dit qu'il doit emmener la servante pour qu'elle soit soignée immédiatement. Mais il panique quand il se souvient qu'il a écrit un message sur le sol juste en dessous d'elle. Alors, le garçon s'allonge sur la fille et secoue la tête pour empêcher l'homme de l'emmener. Le membre du personnel ramasse alors le petit maître, le soulevant de la fille inconsciente. Sur ce, le majordome le replace dans le berceau pendant que le garçon a l'air très angoissé. Voyant que l'homme est sur le point de ramasser la servante, il se demande s'il ne devrait pas l'assommer avec une décharge électrique. Soudain, une idée lui vient et il regarde la servante avec un nouveau plan en tête. Le membre du personnel ramasse la petite fille, et une flaque de sang est laissée sur le sol de la chambre. Le protagoniste est choqué de voir que la servante est aussi réellement blessée. Voyant la tache de sang sur les vêtements de la fille, le majordome est également très surpris. Le petit est confus par la situation et ne comprend pas comment elle a pu se blesser. Sur ce, il l'emmène dehors et ordonne que la chambre du jeune maître soit nettoyée. Seul dans le berceau, le garçon soupire de soulagement mais se demande ce qui se passe. Mais il met cela de côté, car il a des choses plus importantes à faire à ce moment-là. Il saute hors du berceau, prêt pour son prochain plan. Dans une salle de massage, une huile spéciale est en train d'être préparée pour sa mère. La femme reçoit ensuite un massage relaxant du dos de l'une des femmes de chambre. La mère du garçon semble très détendue, profitant de son rare moment de paix. Mais la tranquillité prend fin lorsque le petit réclame du lait, la surprenant soudainement. Il rampe vers elle, et la femme se plaint qu'il soit encore là avec son énorme appétit. Le garçon commence à téter, et la mère se plaint, demandant combien de temps il va continuer à sucer. Mais il doit accélérer sa croissance pour pouvoir parler et tout expliquer à sa servante. Une semaine plus tard, le temps passe vite dans le chic manoir de la famille Lou. Et juste comme ça, notre personnage principal ressemble maintenant à un enfant de 3 ans et a enfin réussi à parler. La petite servante aux cheveux blancs continue de lui lancer des regards noirs. Elle est toujours convaincue qu'il est le responsable de tout ce qui est arrivé à son frère aîné. Alors le gamin se tourne vers YAY et lâche la bombe. C'est son frère. La fille est, genre, totalement abasourdie. Elle se fige, et ses yeux prennent une teinte rouge foncé. Puis il lui demande si le gâteau que son frère lui a acheté était bon. Cette question la replonge dans ses souvenirs, et elle commence à devenir super émotive. Dans ses souvenirs, elle se souvient de son frère l'appelant, elle et ses autres sœurs, pour venir manger du gâteau. Les 3 petites filles sont follement excitées de voir un gâteau d'anniversaire juste devant elles. Elle se souvient de son grand frère coupant une part de gâteau pour ses petites sœurs. La fille se souvient de lui au téléphone, recevant l'ordre de rejoindre son équipe pour une mission. L'une des sœurs essaie d'en attraper un morceau, mais une autre l'arrête, lui disant d'attendre leur frère. Après cela, les 3 petites sont à la fenêtre, regardant la lune et attendant son retour. À ce moment-là, le visage de son ancien moi apparaît reflété dans la pleine lune, comme un souvenir. Dans le reflet de la lune, son ancien visage se mélange à son visage actuel de bébé. Il regarde la petite fille avec un doux sourire, les yeux remplis de larmes. Réalisant que c'est lui, elle ne peut plus se retenir, et se met juste à pleurer. Elle s'effondre sur le sol et se met à pleurer à chaudes larmes, hurlant de façon incontrôlable. Il lui couvre la bouche et lui fait une chute pour que personne ne découvre leur secret. Avec sa minuscule main, il essaie d'étouffer les sanglots de la fille pour qu'il ne se fasse pas prendre. Juste après, elle jette ses bras autour de lui, le serrant de toutes ses forces, ressentant un mélange de soulagement et de bonheur. Toujours en pleurs, la petite fille demande si celui qui est devant elle est vraiment son frère bien-aimé. Mais l'étreinte est si forte qu'il se plaint de ne pas pouvoir respirer dans son petit corps d'enfant. Elle le lâche, et notre gars est un peu étourdi, essayant de reprendre son souffle. Une fois qu'il a récupéré, il devient sérieux et regarde sa sœur, ayant besoin de réponses. Elle l'observe attentivement, les larmes coulant toujours sur son visage. Il la prend alors et lui demande comment elle a fini ici, et où sont leurs autres sœurs. Avec autant de questions, la jeune fille est dépassée et demande à son frère de ralentir. Finalement, ils se calment tous les deux et se préparent à parler de tout ce qui s'est passé. La jeune fille commence à expliquer que ce jour-là, il est parti en mission et n'est jamais revenu. Dans un flashback, les 3 sœurs affamées attendent, fixant le gâteau qu'il a acheté. L'une des filles se demandait pourquoi leur frère mettait si longtemps à revenir. La plus jeune demande même s'il les a abandonnés, car il n'était jamais parti aussi longtemps. Alors Yi a décidé de partir à sa recherche et a découvert sa disparition au quartier général de la mission. Là, elle a vu la femme d'un autre chasseur crier après le traître à propos de la disparition de son mari. Le type, n'ayant aucune patience, l'a traitée de folle et l'a repoussée avec force.
Un autre chasseur apparaît et accuse l'homme d'être entré dans le portail avec le jeune maître Liu et les autres. À ce moment-là, la petite servante a compris que cet homme était derrière tout ça. Le traître regarde juste avec un air agacé, fumant nonchalamment sa cigarette. Il déchaîne sa puissance de feu, se préparant à attaquer son accusateur. Une boule de feu vole vers l'homme, qui est juste figé de peur par l'attaque. Il reçoit un coup direct, et son corps est complètement englouti par les flammes intenses. L'homme tombe au sol, vaincu, tandis que les autres regardent simplement la scène, sans rien faire. Il les avertit que répandre des rumeurs sur le jeune maître est une bêtise, car la mission était à haut risque. Notre type dit que le traître a eu ce qu'il méritait pour les avoir doublés, puis demande des nouvelles des autres filles. En entendant la question sur les autres, l'expression de la petite change, et elle a l'air vraiment inquiète. Elle se remet à pleurer, laissant son frère totalement confus. Surpris par la réaction soudaine de sa sœur, il demande avec inquiétude ce qui leur est arrivé. À travers ses larmes, la jeune fille explique qu'elle voulait juste venger son frère, mais qu'une marée de démons est apparue de nulle part. Flashback sur un portail qui s'ouvre et tout le monde se bat pour sa vie alors que l'invasion commence. Le souvenir de cette marée démoniaque la terrifie absolument. Elle traverse les rues dévastées, criant frénétiquement les noms de ses deux autres sœurs. Pendant ce temps, quelques chasseurs passent, remarquant nonchalamment que, oui, cette vague de monstres était assez méchante. Elle est laissée seule, regardant simplement la ville brûlée, complètement anéantie. Les larmes coulant sur son visage, elle court sans but à travers tout le chaos et la destruction. La pauvre fille continue sa recherche seule, se frayant un chemin à travers les décombres de la ville dévastée par l'invasion. Les mains écorchées, elle s'effondre au sol, criant les noms de sa sœur dans un désespoir absolu. C'est alors qu'elle se souvient de son frère et s'effondre, sanglotant et se demandant où il pourrait bien être. De retour dans le présent, notre personnage principal voit sa sœur se faire réconforter, lui disant de ne pas pleurer car ils ont eu une seconde chance. Ses yeux brillent en rouge alors qu'il jure qu'un certain Shen sera le tout premier à payer pour ça. Dans une prison sombre et crasseuse, on coupe à un couloir qui est juste éclaboussé de taches. Le traître est enfermé, hurlant à tue-tête qu'il est innocent, et qu'il était juste là pour livrer un cadeau. L'instant d'après, il est projeté contre les barreaux de sa cellule, avec une expression de terreur pure sur son visage. Parce que surprise, un démon se matérialise juste derrière le prisonnier terrifié. Le traître tombe à genoux, implorant pour sa vie alors que la créature se rapproche, sa langue pendante. Tout ce que l'on entend, c'est un cri d'horreur et soudain, le couloir de la prison a quelques taches rouges de plus. Le traître hors de l'équation, notre MC déclare qu'il est temps de renverser toute la famille Liu. Les larmes encore aux yeux, sa sœur accepte, promettant qu'elle fera tout ce qu'il dira. C'est alors qu'elle se souvient qu'elle a une mission très importante à accomplir avec RMMC. Alors, elle le soulève dans les airs, annonçant que c'est l'heure du bain, mais il proteste, criant qu'il est son frère. Mais la jeune fille explique que maintenant, elle est son assistante personnelle, et c'est sa mission quotidienne. Et juste comme ça, elle commence à l'emmener à la salle de bain, pendant qu'il hurle à la mort qu'il ne veut absolument, positivement pas prendre un bain. Coupe à la salle de bain, où notre MC est maintenant assis dans une cuvette alors qu'elle prépare tout pour son bain. Elle s'approche de lui et dit qu'il est temps d'enlever ses vêtements, mais notre MC insiste qu'il peut s'en occuper lui-même. Mais elle n'écoute pas, et avec un sourire, elle avale ses vêtements en plein air. Elle baisse les yeux et babille sur la beauté de son petit gars. Notre MC est absolument mortifié, mourant intérieurement à cause de la pure maladresse de tout ça. Super gêné, il lui crie de ne pas regarder, lui rappelant encore une fois que ce n'est absolument pas correct. Elle déclare ensuite que comme elle est plus grande maintenant, c'est à son tour de lui donner un bain. Choqué, le MC demande ce qu'elle est en train de faire alors qu'elle commence à enlever ses propres vêtements. Le garçon se couvre les yeux, complètement gêné par ses actions. Puis elle entre dans la baignoire, enveloppée dans une serviette, laissant le garçon totalement stupéfait. Pendant qu'elle le lave, elle se plaint de la souffrance des gens, tandis que les riches gaspillent tout. Notre MC se met en colère et dit que la justice est quelque chose qu'il faut prendre en main. Sur ce, son visage prend une expression de détermination féroce à changer la réalité. Un instant plus tard, la jeune fille propose de mieux le frotter, ce qui le panique complètement. Il commence à se chamailler parce qu'il refuse, mais elle insiste sur le fait qu'on lui a demandé de le faire. Après le bain, le garçon est allongé sur le sol pendant que sa sœur range ses vêtements. Il se dit qu'il est humiliant d'être le frère aîné et d'être traité comme un petit enfant. La jeune fille lui demande ce qui ne va pas, mais il détourne le visage, boude, et ne répond pas. Elle est triste de son attitude et se plaint qu'il n'a jamais été aussi méchant avec elle auparavant. Pour éviter plus de discussions, il laisse juste échapper un soupir. Mais ensuite, il se lève, dit qu'il n'est plus fâché, et qu'il a quelque chose d'important à demander. La jeune fille sourit gentiment et lui dit d'aller de l'avant et de demander ce qu'il veut, pas de problème. Alors, il demande si elle a éveillé des capacités d'éléments du vent, et sa sœur le confirme. Notre MC est sidéré parce que le premier cas enregistré d'éveil remonte à l'âge de 12 ans. Il se demande comment elle a réussi un tel exploit, étant si jeune et sans aucune formation. Elle secoue juste la tête et dit qu'elle n'est pas vraiment sûre de comment c'est arrivé non plus.
Elle explique qu'un panneau est apparu, lui montrant ses statistiques et la guidant pour éveiller son pouvoir. Notre MC est complètement époustouflé d'entendre le mot panneau venant d'elle. À cet instant, il se souvient de son propre système, celui qui affiche ses capacités de tonnerre. Il jette un coup d'œil à l'interface et se demande si sa boîte de dialogue est du même genre. Puis il se demande comment sa sœur a également obtenu un panneau et s'éveille de manière si incroyable jeune. Elle remarque qu'il s'est absenté et demande si quelque chose ne va pas, mais il élude juste. Il lui dit que maintenant qu'elle a éveillé sa capacité, elle doit s'entraîner dur pour devenir forte. Avec un regard déterminé, la petite fille répond qu'elle va s'entraîner super dur à partir de maintenant. Il lui tapote la tête en disant que de toutes les sœurs, elle a toujours été la plus responsable. Soudain, ils entendent tous les deux frapper à la porte de leur chambre et se figent. Une servante annonce que le dîner est prêt et que le maître a ordonné à leur mère de lui préparer du lait. Elle tend un biberon plein à la sœur du MC, qui se contente de le regarder, surprise. Elle prend le biberon, et notre MC s'approche d'elle avec un nouveau plan qui se forme déjà dans son esprit. Il dit qu'ils doivent utiliser toutes les ressources de la famille Liu pour devenir plus forts et rapidement. La jeune fille demande comment ils sont censés faire cela, puisqu'elle s'entraîne déjà aussi dur qu'elle le peut pour passer au niveau supérieur. Avec un sourire espiègle, il lui dit d'ouvrir la bouche et de découvrir le secret du pouvoir. Bien qu'elle hésite un peu, la jeune fille ouvre la bouche, curieuse de savoir ce que son frère mijote. Il met ensuite le biberon dans sa bouche et lui dit de boire et de voir ce qui se passe. Suivant son ordre, elle commence à boire le lait pendant que notre MC la regarde attentivement. Tout à coup, une aura violette commence à tourbillonner autour d'elle, et elle est choquée par la sensation. Confuse, elle demande à son frère pourquoi autant de puissance coule si facilement dans son corps. Notre MC explique que la constitution unique de leur mère transforme les cristaux en quelque chose comme de l'énergie pure. Il dit que c'est une substance que même les escouades d'élite auraient du mal à se procurer pendant les missions. Mais leur mère peut produire cette essence en continu, ce qui fait d'elle une source inépuisable de puissance. Sa sœur est choquée, commentant que c'est quelque chose d'inouï à l'académie. RMC soupçonne que les familles nobles cachent des secrets et manipulent les masses pour qu'elles se battent à leur place. Avec un regard déterminé, il conclut qu'ils doivent découvrir chacun de ces secrets cachés. Sa sœur lui offre alors le biberon, lui disant d'en boire aussi pour qu'il puisse devenir plus fort. Mais il refuse, lui disant de tout finir et d'atteindre sa limite de puissance en premier. Puis il commence à s'éloigner, les yeux fixés sur son prochain objectif. Il dit à voix haute qu'il va aussi aller manger pendant que sa sœur continue à boire au biberon. En arrivant dans la chambre de sa mère, les femmes de chambre se demandent pourquoi il est de retour. La prochaine chose que nous voyons, c'est le garçon se nourrissant directement de sa mère dans la piscine de la maison. La femme se plaint qu'elle a déjà fourni tellement de lait que le petit morveux ne fait que manger sans s'arrêter. Une des servantes ordonne rapidement aux autres de préparer plus de repas médicinaux pour la dame. Notre MC pense que la vengeance commence maintenant, et que lui et sa sœur sont sur le point de bouleverser l'ordre même des cieux. Alors que la foudre s'abat sur le manoir, il jure qu'il va complètement bouleverser la famille Liu. Notre héros rampe sur le sol de sa chambre, un regard déterminé sur le visage alors qu'il cherche quelque chose. Pendant ce temps, nous avons un flashback du traître qui panique, criant que le cadeau était dans sa main alors qu'il le cherche frénétiquement. Puis notre MC jette un coup d'œil sous un meuble et aperçoit la petite boîte que le traître a laissé tomber. Avec un sourire satisfait, il saisit le cadeau, pensant que cela doit être quelque chose d'incroyablement précieux pour la famille. Il ouvre alors la boîte, et une intense lumière bleue illumine son minuscule visage. À l'intérieur, il trouve un grand cristal bleu et se demande si c'est un cristal de bête magique. Un panneau système apparaît immédiatement, l'informant qu'il s'agit d'un rare cristal de compétences d'éléments de tonnerre. Notre MC est confus car il n'avait aucune idée que les compétences pouvaient être absorbées au lieu d'être cultivées. Le système explique qu'après avoir chassé des bêtes évoluées, il y a une chance d'obtenir ces objets rares. Notre petit gars est surpris qu'une chose pareille existe, mais il devient méfiant et demande comment la voix connaît ses pensées. À ce moment-là, il est totalement choqué, un regard de panique pure sur le visage en réalisant ce qui s'est passé. La voix dit qu'elle est dans sa conscience, et il ricane, disant qu'il connaît tout de ses tropes grâce au roman. Il se souvient que dans sa vie passée, il était un étudiant accro aux jeux et aux romans web qui avaient des systèmes. Dans ces histoires, les personnages principaux obtiennent des récompenses et renversent la situation, se vengeant de leurs ennemis. Fou de rage, il crie que le système est inutile, mais la voix rétorque que sans lui, il n'aurait même pas été réincarné. Le MC fait une pause, réfléchit un instant et doit admettre que la voix mystérieuse a raison. Les bras croisés, il s'interroge ensuite sur son lien avec le système de sa petite sœur. La voix nie tout lien et l'exhorte à devenir plus fort et rapidement. Il accepte et se concentre en sachant qu'il doit saisir toutes les occasions qui se présentent à lui. Il s'assoit alors sur le sol et, avec une concentration intense, commence à absorber l'énergie du cristal. Avec cela, une énergie divine et puissante commence à couler dans son petit corps. Un instant plus tard, il tend la main et invoque avec succès sa nouvelle compétence, la lance de foudre. Il est complètement abasourdi, ayant acquis une compétence qui aurait dû prendre 10 ans à maîtriser.
Il sent la puissance condensée dans la lance et se demande à quel point elle est vraiment forte. Sans hésiter, il lance l'arme de toutes ses forces pour tester sa nouvelle puissance. Le protagoniste regarde son attaque électrique puissante voler dans les airs. Le bruit de l'explosion attire l'attention du grand-père, qui arrive en courant avec le majordome pour voir ce qui s'est passé. Mais ce qu'il trouve, c'est le père du garçon, en sous-vêtements Bob l'éponge, se plaignant du bruit à la mère du MC. Le grand-père et la petite sœur du MC sont complètement abasourdis par la scène. Le garçon regarde le trou géant qu'il vient de faire dans le mur du manoir avec sa nouvelle compétence. Fou de rage, le grand-père exige de savoir qui a fait ça, et le majordome explique qu'il a entendu un éclair provenir de la pièce. Mais en voyant son petit-fils, l'humeur du vieil homme change, et il le soulève, célébrant sa nouvelle compétence divine. Il félicite ensuite la mère du garçon, la remerciant d'être aussi productive pour la famille. Cependant, le père du garçon semble irrité par toute la situation et se plaint du bruit qu'il a fait. Sur ce, le grand-père le réprimande, disant qu'il devrait être fier du talent exceptionnel de son fils. Le grand-père décide alors qu'il emmènera son petit-fils au festival annuel de chasse de la famille. Un instant plus tard, le chef de famille demande au majordome si tout est organisé pour l'événement. Le vieil homme rit, disant que ses descendants doivent apprendre leur véritable valeur dès leur plus jeune âge. Berceau dans les bras de sa mère, notre protagoniste est agacé, n'ayant aucune idée de ce qu'il prévoit. Et ainsi, le groupe descend un long couloir vers l'emplacement du festival de chasse. Une fois sur place, le grand-père utilise son énergie pour ouvrir une porte circulaire massive devant eux. La porte s'ouvre, révélant à tous un grand vortex tourbillonnant d'énergie violette brillante. Debout devant le portail dimensionnel, le chef de famille se prépare à conduire le groupe à l'intérieur. Le MC est stupéfait de réaliser que la famille Liu peut ouvrir des portails dimensionnels par elle-même. Il se met en colère en pensant au nombre de secrets que les puissants cachent aux faibles qui luttent simplement pour survivre. Le groupe franchit ensuite le portail et arrive dans une forêt dense et calme de l'autre côté. Alors que le grand-père le félicite, la mère du MC se plaint qu'il ne cesse de manger toute la journée. Soudain, le père du MC pointe le ciel et crie un avertissement que quelque chose approche. Tout le monde lève les yeux pour voir une traînée de fumée se rapprocher rapidement d'eux. La chose mystérieuse traverse les arbres à une vitesse incroyable. Bientôt, un serpent géant à plusieurs têtes apparaît et attaque brutalement un groupe de chasseurs. Un chasseur essaie de frapper la créature, mais son arme se brise, tandis qu'un autre utilise un champ de force pour se défendre. Quand il voit un python de Rancé et un roi python de Rambé dans un portail de Rancé, le protagoniste et sa sœur sont choqués, et la fille reconnaît l'un des chasseurs. Soudain, l'un des serpents se jette sur l'une des chasseuses. À la surprise générale, la rousse parvient à maintenir la gueule de la créature ouverte à main nue. Mais elle se débat de toutes ses forces pour éviter de se faire mordre par les crocs acérés du monstre géant. Malgré tout, la force du serpent est trop grande, et il la repousse d'un seul coup. Le chef des chasseurs crie alors à tout le monde de se battre alors qu'il se retire de la zone dangereuse. Le chef du groupe essaie de repousser le monstre avec un bouclier, mais un autre chasseur essaie de l'attaquer par derrière. La rousse court et crie désespérément pour qu'il fasse attention. Mais le coup de poing du chasseur traverse le bouclier et frappe le capitaine de plein fouet. La force du coup de poing fait perdre son bouclier au chasseur qui combat le serpent. À ce moment-là, le serpent géant est frappé par un éclair violet provenant d'un autre chasseur. Un autre chasseur crie furieusement au traître pour avoir attaqué leur capitaine. Le traître se contente de sourire méchamment en se préparant à attaquer l'autre homme. D'un coup violent, il attaque sans pitié le chasseur, le laissant gravement blessé. L'un des autres chasseurs est choqué, car il semble avoir reconnu l'attaquant. Il révèle que l'homme est Kui Sheng, un criminel qui avait déjà été condamné. Kui Sheng se met à rire comme un maniaque face au désespoir du chasseur. Il donne alors un coup de pied à l'homme, l'envoyant voler avec une force incroyable. Le chasseur blessé s'envole droit dans la gueule du serpent géant, qui l'attendait. Notre petit protagoniste regarde tout cela avec une expression sombre. Il se souvient de sa vie passée lorsque Kui Sheng a jeté un ami à sa perte. Une éclaboussure de sang apparaît, symbolisant ce qui vient de se passer. À l'époque, il a vu ses amis se faire éliminer un par un. Le monstre qu'il nourrissait avec leurs propres camarades émerge, imposant et terrifiant. Avec un sourire cruel, le père du MC leur ordonne de nourrir la créature pour former un trésor. Il dit ensuite à Kui Sheng d'attaquer l'ancien lui du héros sans hésitation. Le sbire se précipite vers le jeune homme, prêt à porter le coup. Mais le gars active son pouvoir et se prépare à l'affrontement inévitable avec son ennemi. Le point de glace brille d'une énergie puissante alors qu'il se rapproche. Leurs deux points se heurtent dans un impact violent et plein de puissance. Il nous dit que Kui Sheng est comme un démon qui aime écraser les gens. On révèle qu'il était protégé par la famille Liu et qu'il est maintenant l'un de leurs hommes de main. De retour dans le présent, sa sœur se demande comment ils peuvent sauver la rousse. Mais notre protagoniste semble avoir une idée et ses yeux brillent, un plan se forme déjà dans son esprit. Alors, il se retourne et recommence à manger, ce qui énerve vraiment sa mère. Elle demande ce qu'il fait alors que notre MC se remplit la bouche de lait, faisant une drôle de tête. Il recrache tout, la laissant complètement choquée. Dégoûtée, elle crie sur notre héros pour l'avoir toute salie et le jette en l'air.
Voyant l'agitation, le grand-père du garçon a un regard furieux à cause de tout ce désordre. Juste après, la petite sœur de MC passe à l'action. Juste comme ça, elle attrape notre héros en plein vol, le sauvant de la chute. La fille atterrit en toute sécurité sur le sol, tenant son petit frère avec précaution dans ses bras. Elle demande si son frère va bien, et il explique son plan directeur pour créer le chaos afin de sauver le chasseur. Soudain, le père de notre jeune homme gifle violemment sa femme au visage, la laissant complètement stupéfaite. Il la saisit ensuite fermement et la réprimande pour avoir été si négligente avec leur fils. Furieuse, la femme dit que même ses propres parents n'ont jamais osé lever le doigt sur elle, et elle se met en colère. Sur ce, elle invoque une arme de glace et se lance à la poursuite de son mari, cherchant à se venger. L'homme se défend avec ses pouvoirs, disant qu'il faut lui apprendre une leçon pour son audace. Les enfants regardent attentivement le déroulement du combat juste devant eux. La mère et le père s'affrontent avec leurs capacités, mais une explosion d'énergie apparaît soudainement entre eux. Le grand-père du garçon apparaît, et les parents du MC le fixent du regard. Le grand-père dit qu'en tant que mère, elle doit faire passer son fils en premier et ne pas être aussi imprudente. Avec un regard furieux, il leur dit qu'ils portent tous les deux la responsabilité de leurs deux familles. Sur ce, le couple se calme et renvoie ses armes, tandis que les enfants observent à distance. La sœur du MC demande ce qu'ils vont faire maintenant, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car ils arrivent. Soudain, la jeune servante entend un bruit étrange. Le majordome informe le grand-père qu'il a senti un mouvement venant des bois voisins. La famille remarque également quelque chose qui approche et se met en alerte maximale. Soudain, 3 gobelins émergent de la forêt avec des expressions vraiment bizarres sur leur visage. D'un point de vue plus élevé, nous voyons les gobelins commencer à se rapprocher de la famille du MC. Les créatures commencent à crier désespérément, comme si elles se préparaient à une bataille. L'instant d'après, les 3 monstres sont empalés par des pieux en bois qui les transpercent sans pitié. Le père du MC se demande comment cela est possible, puisque la zone était censée avoir été dégagée auparavant. Le grand-père se plaint, c'est ce qui arrive quand tout ce que tu sais faire, c'est semer le trouble dans les bars au lieu de potasser les livres. Soudain, la mère du garçon commence à briller d'une énergie violette. La petite sœur explique que l'essence de leur mère attire les bêtes démoniaques, en particulier celles de haut niveau. Sur ce, les bruits de nombreux pieds de gobelins commencent à se rapprocher, mettant le groupe sur les nerfs. Puis une horde de gobelins d'élite apparaît devant eux, menée par un rambé. L'un des monstres se jette sur la famille, sa hache prête à frapper sans pitié. Impassible, le grand-père ordonne à ses subordonnés de s'occuper de la situation immédiatement. Et juste comme ça, la famille commence à combattre les monstres en utilisant leurs puissantes capacités élémentaires. Profitant de tout ce chaos, notre MC dit à sa sœur qu'il est temps pour eux de s'en aller. Alors, la fille court vers une falaise avec son petit frère dans ses bras. Sans hésiter, la sœur du MC saute de la falaise, plongeant à grande vitesse avec notre jeune héros. À cet instant, les yeux de la fille brillent intensément alors qu'elle active sa capacité spéciale. Utilisant son pouvoir du vent, elle commence à voler dans le ciel, emmenant son frère en sécurité. Notre MC demande quand elle a appris à voler, et elle dit que c'était une récompense du système. Surpris par cette révélation, notre MC s'agite et demande de quel genre de tâche il s'agissait. La fille révèle avec un sourire que la tâche du système était simplement de donner un bain à son frère. Dans un flashback, on voit qu'en terminant la mission, elle a reçu la technique de vol rare en récompense. Notre MC s'énerve, se demandant comment un système peut donner une récompense aussi géniale pour une tâche aussi stupide. La petite sœur rousse du MC se bat courageusement contre un serpent, le frappant avec son épée acérée. Mais ensuite, un autre serpent énorme apparaît et attaque les autres chasseurs, brisant leur bouclier avec facilité. D'un coup puissant, la créature envoie une des chasseuses voler, brisant complètement sa garde. À terre, la femme crie désespérément à son capitaine qu'ils ne peuvent plus se battre. Le capitaine du groupe confronte alors Quixion, lui demandant pourquoi il les attaque de la sorte. Avec un sourire méchant, le traître dit qu'il aime entendre les cris de ses victimes. Le chef demande qui est son maître et dit que violer l'accord de la guilde est contre la loi. Le méchant répond que les lois ne sont que pour les faibles et pour les roturiers comme eux, et qu'il s'en fiche éperdument. Juste après, il se précipite vers le capitaine à grande vitesse, prêt à porter un coup. Mais au lieu de cela, il attaque une des chasseuses, la prenant au dépourvu avec son incroyable vitesse. Vaincue, la femme supplie son capitaine de la sauver de cet homme terrible et sans cœur. Sans aucune pitié, le traître la jette directement dans la gueule du serpent géant comme collation. Le serpent géant dévore la chasseuse sans une once de pitié, juste devant tout le monde. Désespéré, le capitaine crie que la mission a échoué et dit à tout le monde de courir pour sauver sa vie. La rousse est paralysée de peur et de choc par la scène horrible à laquelle elle vient d'assister. Aveuglé par la rage, le chef de groupe charge en avant avec son épée, criant qu'il va en finir avec le traître. Il lance une frappe puissante, mais le méchant bouge rapidement et esquive l'attaque avec facilité. En un instant, le traître contre-attaque et porte un coup direct au capitaine. Voyant son chef blessé, la jeune femme traite l'homme de monstre et se prépare à se battre. Elle jette ensuite un objet sur l'ennemi, essayant de gagner du temps.
Mais le traître ne bronche même pas, car la pierre que la fille a lancée ne lui fait rien. Le coup déchire juste une partie de la chemise du traître. Le méchant dit que c'est dommage qu'il l'ait croisé ici parce qu'ils vont tous périr. Il saute vers la fille, ses griffes acérées prêtes à frapper. Terrifiée, la jeune femme est entourée des éclats d'une épée brisée. À la dernière seconde, le capitaine se jette devant elle, encaissant le coup fatal à sa place. Le chef tombe sans vie au sol alors que le traître l'ignore simplement et passe à autre chose. Le traître jette le corps du capitaine, qui est ensuite dévoré par le serpent géant. Désespérée, la fille hurle de terreur devant la scène horrible à laquelle elle vient d'assister. On voit le serpent géant dévorer le capitaine alors que des arcs électriques violets jaillissent de son corps. Le méchant regarde la fille et dit que c'est dommage parce qu'il voulait l'ajouter à sa collection. Il voulait la transformer en un de ses spécimens pour l'exposer comme un trophée. Avec sa main tachée de sang, il se prépare à attaquer la fille. Le méchant place ensuite sa main sur son visage alors qu'elle pleure, complètement désespérée. Dans ces derniers instants, la fille appelle à l'aide ses frères et sœurs, se demandant où ils sont. Soudain, une épée de foudre géante apparaît, et une voix dit qu'ils sont arrivés pour la sauver. Le traître se retourne et parvient à bloquer l'attaque puissante avec son bras. La frappe provoque une explosion d'énergie jaune, mais le méchant la repousse simplement. La jeune femme lève les yeux avec surprise et appelle sa sœur par son nom, Y. Juste à ce moment-là, RMC et sa sœur atterrissent sur le sol, prêts pour la bataille. La fille reconnaît l'ancienne apparence du MC et l'appelle frère. Notre MC dit à sa sœur qu'il expliquera tout plus tard. Mais pour l'instant, ils ont de plus gros poissons à faire frire. Pendant ce temps, la rousse le regarde juste avec ça. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Regarde son visage. Face au serpent, notre héros se rend compte que la bête a évolué en mangeant des éveilleurs. Quelque chose qui n'a jamais été enregistré auparavant. Au même moment, le méchant a l'air de se libérer de quelque chose alors que cette énergie jaune intense tourbillonne autour de lui. Avec une dernière poussée, il libère toute sa puissance d'un coup, brisant en un instant tout ce qui le retenait. Le méchant les regarde alors et raille, demandant si ce ne sont pas le jeune maître et sa petite servante. Et juste comme ça, le trio de frères et sœurs fait face à son adversaire, prêt pour le combat qui va se dérouler. La rousse demande, totalement confuse, comment ils savaient pour elle et pourquoi ils avaient l'autre petite fille avec eux. Mais le méchant ignore simplement sa question et commence à comploter comment il va gérer cette nouvelle situation. Notre MC se rend alors compte que son ennemi n'est pas un simple idiot décérébré, mais en fait un sacré malin. L'homme révèle son plan directeur, transformer la servante en une marionnette sans cervelle et livrer notre MC à son patron. On voit ensuite les conséquences de la puissance du méchant, ayant abattu plusieurs chasseurs sans pitié. De multiples armes faites d'énergie rouge apparaissent au-dessus des chasseurs vaincus. Révéler que l'ennemi a un pouvoir de type métal, lui permettant de fusionner des armes avec son propre corps. Notre protagoniste analyse alors leur niveau de puissance et se rend compte que l'écart entre eux est tout simplement énorme. Mais ensuite, une idée jaillit dans l'esprit de notre protagoniste et ses yeux s'illuminent. Il se tourne vers ses sœurs et leur dit d'écouter attentivement et de suivre son exemple. De l'autre côté, l'adversaire se prépare à se battre alors qu'une énergie étrange rayonne de lui. Le méchant lance une attaque rapide comme l'éclair avec ses griffes, visant directement notre MC. Voyant le danger, ses sœurs reculent et il se prépare à contrer. Il active ensuite sa foudre divine, son éveil de type, libérant une immense énergie jaune. Notre protagoniste utilise son pouvoir pour esquiver les attaques du méchant à une vitesse fulgurante. Le méchant est abasourdi quand il voit la technique du gamin, la reconnaissant comme un mouvement interdit. Il se souvient alors qu'il y a quelque temps, il a vaincu quelqu'un qui utilisait exactement la même technique. Dans ses souvenirs, il se souvient de la confrontation contre la vie passée de notre protagoniste. Faisant le rapprochement, il réalise qui est le gamin et commence à rire de la coïncidence insensée. Cependant, l'enfant de notre MC, le corps de Psy, peut-il supporter autant de puissance et commence à faiblir? Sachant qu'il n'a qu'une seule chance, il crie les noms de sa sœur pour lancer le vrai plan. Le méchant entend un bruit et tourne la tête vers le son. À ce moment-là, la sœur rousse apparaît, tenant un rocher géant, prête à écraser l'ennemi. Sans une seconde de plus, la fille lance l'énorme rocher droit sur le méchant. Mais l'ennemi esquive l'attaque avec facilité, et le rocher se brise au sol sous l'impact. Il remarque alors un son étrange et une traînée d'énergie verte, se déplaçant rapidement sur le sol. L'homme se met immédiatement en alerte maximale, voyant l'énergie venir vers lui, prêt à tout. Soudain, une gigantesque tempête de vent et de poussière se forme juste devant lui. C'est l'autre sœur qui est derrière cette attaque, utilisant son pouvoir du vent. Même à l'intérieur de la tornade, l'adversaire reste impassible, disant que ce ne sont que des trucs bon marché. Saisissant la diversion, notre protagoniste concentre son pouvoir et crée une lance de foudre pleine de force. Utilisant une technique d'arts martiaux divine, il lance l'arme avec toute la force qui lui reste. Le méchant se retourne surpris et maudit notre MC pour être aussi rusé alors qu'il se prépare à l'impact. La lance de foudre frappe le méchant en plein dans la tête, le blessant gravement à l'impact. L'attaque est si puissante qu'elle traverse l'adversaire et continue sa course vers le ciel. L'énergie de la lance provoque une explosion massive, laissant une traînée de destruction dans la forêt. Épuisé,
RMC s'effondre, et sa sœur commence immédiatement à le gronder pour avoir utilisé une manœuvre aussi imprudente. Sur ce, les deux filles veillent sur lui, super inquiètes de son état après qu'il se soit autant dépassé. Même s'il est blessé, le méchant se contente de sourire et de dire que cela n'a pas d'importance, car il va protéger le jeune maître des deux petites filles. Avec un sourire effrayant, il révèle une lame tranchante, prêt à tout donner à nouveau. Sans perdre de temps, il se précipite à toute vitesse vers les deux filles pour les achever. La servante crie un avertissement et saute devant le droitard pour la protéger de l'attaque imminente de l'ennemi. Avec un coup brutal, il assène un coup direct à la jeune fille aux cheveux blancs avec une force incroyable. L'impact la fait voler, et elle finit par s'écraser violemment contre un arbre. Le méchant fixe alors l'autre jeune femme et lui dit de ne pas s'inquiéter. Son tour arrive bientôt. Il transforme ses mains en lames acérées et se prépare pour sa prochaine attaque impitoyable. Avec ses lames, il cloue la jeune femme au sol et lui dit d'être un bon appât pour ses plans. Mais un éclair jaune surgit et détourne l'attaque, sauvant la jeune fille à la toute dernière seconde. L'ennemi vise alors le protagoniste, prêt à le transpercer avec son petit poignard. Il serre fermement l'arme et la baisse, ayant l'intention de mettre fin au garçon à cet instant précis. La lame transperce alors le dos de notre MC, le blessant gravement. Le méchant l'envoie voler pendant que la sœur aux cheveux roux regarde dans un désespoir total. La jeune fille parvient alors à se libérer, attrape son frère blessé et s'enfuit. Le méchant serre le poing, demandant pourquoi RMC est si pressé de rencontrer son créateur. Mais notre protagoniste, blotti dans les bras de sa sœur, répond qu'en fait, c'est l'ennemi qui est sur le point d'être abattu. Avec son œil qui saigne, l'adversaire est furieux du culot du petit enfant. Soudain, une silhouette apparaît dans le ciel, criant et le traitant de bâtard ingrat, pour avoir osé attaquer son maître. C'est le grand-père de notre MC, qui le regarde avec des yeux de pure rage. Le méchant comprend alors que l'attaque flashy précédente était en fait un signal pour attirer l'attention de la famille. Sourit simplement, confirmant le plan intelligent qu'il a concocté. Revenant un peu en arrière, la famille arrive sur les lieux du combat, et le majordome dit que le jeune maître a disparu. Le père se plaint que l'enfant puisse déjà marcher, et le majordome l'informe que la servante a également disparu. Furieux, le chef de famille crie à ses hommes de se dépêcher et de les retrouver tous les deux. Juste à ce moment-là, il repère la traînée de lumière de l'attaque de notre MC et savent exactement où aller. Le grand-père utilise alors son pouvoir de foudre et vole à toute vitesse vers le signal. Arrivant sur les lieux, le grand-père évalue immédiatement la situation, et le méchant commence à paniquer. Il pense alors que sa seule chance est de capturer le protagoniste pour l'utiliser comme otage. Il charge à toute vitesse sur les frères et sœurs pour essayer de les attraper. Mais la sœur aux cheveux roux sort un bâton et se prépare à contrer, à attaquer pour protéger son frère. Elle déclenche un coup puissant sur l'ennemi, qui ne s'y attendait absolument pas. L'homme est stupéfait par l'attaque de la jeune fille et la regarde avec une rage pure. Tout d'un coup, le père du protagoniste apparaît, furieux, et traite le méchant d'inutile pour ses échecs. Il attaque alors le méchant, qui tente de fuir, affirmant que rien de tout cela n'était de sa faute. Cependant, l'homme finit par être acculé par l'une des bêtes géantes de la région sans aucun endroit où s'échapper. Sans pitié, la créature l'attaque d'un seul coup, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Après cela, le serpent commence à évoluer, se transformant en une puissante créature dorée. Le majordome se précipite vers les enfants et dit que notre MC va bien, malgré la blessure qu'il a subie. Le grand-père félicite les filles et dit que le serpent est maintenant prêt pour qu'elles récoltent son rare trésor. Et c'est là que ça le frappe, les familles nobles utilisent des civils pour nourrir et faire évoluer ces bêtes. Sur ce, le grand-père et son fils se préparent à affronter la puissante créature dorée qui a émergé. L'affrontement entre eux génère alors une gigantesque explosion d'énergie rouge à travers la forêt. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.